ce livre que nous avons écrit avec Frédéric Chameau, il est venu en fait des nombreuses expériences que nous avons, lui et moi, et puis des nombreuses manœuvres et des nombreux exercices que nous faisions lorsque nous étions à Sissonne au 100 UP 94e régiment d'infanterie. À force de faire des manœuvres en zone urbaine, on a commencé à écrire, on a commencé à faire des vignettes de tactique, parce qu'on voulait que tout ça, ça puisse nous servir. Et puis, au bout d'un moment, on s'est dit, mais il y a plein de choses, il y a des choses qui ne peuvent pas être ouvertes au public, évidemment, mais il y a plein de choses qui peuvent être ouvertes au public, et il y a un lien à faire avec l'histoire, car le combat en zone urbaine, il nous apparaissait comme mal connu. Et donc, on a voulu faire un ouvrage qui soit accessible, sinon au grand public, à un public qui s'intéresse, sans tomber dans trop de détails techniques ou tactiques, et de le mettre en lien avec l'histoire, car l'histoire militaire est particulièrement utile pour se préparer au combat, ou pour étudier, et pour comprendre ce qui va se passer, car elle éclaire généralement l'avenir. Donc voilà, c'est un livre qui est venu, en fait, de notre partage d'expérience avec les instructeurs du 100 UP 94e RI, avec les grenadiers des unités de force adverse, et à force de travailler, à force de faire des manœuvres, on a eu envie de se dire, mais il y a des choses qu'on peut dire au public, tout ne peut pas être dit, mais il y a des choses qu'on peut dire, et on a voulu le mettre par écrit. Cette usure physique et psychologique, elle est essentielle à comprendre. Elle est essentielle à comprendre. Le soldat, lorsqu'il rentre en ville, il se sent un petit peu écrasé par la tridimensionnalité, si je veux dire. Lorsque le soldat est à l'extérieur, il peut voir plus loin. Il a des caméras thermiques qui lui permettent notamment de voir en partie à travers les feuillages, les bocages, etc. Et puis, il peut, par exemple, dans la campagne trouver un refuge, s'allonger par terre. Enfin, là, le terrain campagnard n'est pas sale, il n'est pas abrasif. Bien sûr, il y a des zones difficiles, comme la montagne, comme la jungle, mais il est naturel. Le problème de la ville, c'est que le soldat est écrasé par les immeubles, sa vue est très très courte, et en plus, il est souvent dans un milieu... S'il est là, c'est qu'il y a eu la guerre, c'est qu'il y a des combats, donc il y a les égouts sont crevés, les canalisations sont abîmées, l'électricité peut-être est coupée. Il y a aussi ce rapport que le soldat va entretenir avec la population. Il va peut-être trouver une population qui a été victime d'exactions ou qui a été victime des bombardements. Il va trouver tout ce qui le ramène à sa propre condition d'homme, il va le retrouver dans la ville. Et donc, le stress post-traumatique est inclus par le combat en ville est beaucoup plus important du fait de cette confrontation entre l'homme et un univers qui d'habitude lui est familier et d'un seul coup se retrouve vraiment écrasé, chaotique, les ruines, les odeurs, donc beaucoup plus qu'à l'extérieur. Il y a aussi le problème de la logistique. Le soldat qui est en ville va se retrouver dans un système de logistique où il doit beaucoup consommer de munitions, et il aura beaucoup de blessés, et donc ça va créer un rapport à la logistique qui va être plus compliqué, beaucoup plus compliqué. Et puis, il y a parfois des choses étonnantes en ville, par exemple, ce qu'on appelle parfois l'effet frigo. Eh bien, il fait plus froid en ville qu'à l'extérieur, parce que le béton est froid, les bâtiments ne sont plus chauffés. Alors bien sûr, on est à l'abri du vent, mais pourtant il y a un effet, on a souvent le combattant, souvent se sent, il a plus froid en ville. On va aussi voir que le combattant a tendance à se regrouper, parce qu'il a peur de se perdre. Il a peur de se perdre. Les GPS sont parfois brouillés, les radios sont brouillées, ne fût-ce que par les bâtiments, par l'épaisseur des bâtiments. Il a peur de perdre ses camarades, il a peur de perdre ses chefs. Donc le soldat est soumis à une pression très forte, notamment lorsqu'il ne connaît pas la ville. Mais il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites pour contrecarrer tout ça, des reconnaissances, la modélisation du terrain. Aujourd'hui, on a des outils de modélisation qui permettent d'engager une troupe dans une ville qu'elle ne connaît pas, en l'ayant fait travailler avant, presque comme si elle y avait déjà séjourné. Donc il y a beaucoup de choses pour justement accoutumer le soldat à cet environnement oppressant que représente la ville. Ce qui est certain, c'est que tout ce qui aide au positionnement du combattant, tout ce qui aide
à l'augmentation de sa connaissance et au partage de cette information avec d'autres est forcément bon, y compris en zone urbaine. Donc ça, c'est certain. Et ce qui est intéressant, c'est de constater que même aujourd'hui, avec les moyens que l'on trouve dans le commerce, on peut faire beaucoup de choses pour numériser le combattant en ville. Alors évidemment, c'est moins performant, c'est moins résistant, mais on s'aperçoit que aujourd'hui, on peut utiliser des caméras, on peut utiliser des mini-drones, et d'ailleurs, on le voit bien, les combattants des organisations dans le monde entier ne s'en privent pas pour justement redonner une possibilité d'étudier le terrain à leurs combattants. Clairement, la population est un des acteurs. Elle peut être neutre, elle peut être victime, mais elle peut être complice. Bon, c'est toute la difficulté du soldat engagé en zone urbaine. Je crois que la meilleure des solutions, si toutefois il y en a, parce que c'est un problème très vaste, c'est de bien réfléchir avant de s'engager en zone urbaine. De bien réfléchir à ce que l'on peut attendre. Peut-être que parfois le soldat les unités devront se contenter d'un hit and run, d'un aller-retour pour un objectif précis. Mais il est illusoire, je dis il est illusoire de croire qu'une armée, si puissante soit-elle, va contrôler dans la durée une ville dans laquelle la majeure partie de la population est hostile. D'ailleurs, on ne le voit pas, on ne le voit pas. Le point important pour l'entraînement de l'armée française, c'est qu'elle bénéficie du centre d'entraînement aux actions en zone urbaine à Sissonne, qui est vraiment un endroit où on peut travailler les savoir-faire et on peut justement particulièrement travailler ce combat interne. Bon, maintenant, la guerre en zone urbaine est une guerre particulièrement difficile, puisque le combattant est livré à lui-même, et parfois l'action de quelques combattants peut être déterminant. 3 ou 4 combattants bien équipés qui tiennent un quartier, un immeuble, un étage d'un immeuble, peuvent gagner du temps et ralentir considérablement les colonnes adverses. Donc cette intégration interarmes et la valeur du combattant, c'est le retour de ce qu'on appelle la micro-tactique, et ça c'est très très important. Il y a eu une vraie volonté, un vrai projet qui s'est mis en place, je crois, à la fin des années 90, au début des années 2000. Et c'est vrai qu'en quelques années, on a mis les moyens, on a mis les hommes, on a mis l'expertise. Et c'est vrai, quand j'étais jeune officier, on allait souvent à Hammelbourg voir les Allemands et on disait « Ah, c'est magnifique ce qu'ils ont ». Quand les Allemands viennent aujourd'hui, ils le constatent. Aujourd'hui, ici, c'est une véritable ville durcie. Alors, l'ultime champ de bataille, pourquoi? Parce que à la guerre, il peut y avoir des guerres, il y a des guerres, mais il y a le champ de bataille. Le champ de bataille, c'est l'endroit où s'affrontent les volontés, où s'affrontent les combattants, où ils manœuvrent. Et les événements récents, on le voit bien à Raqqa, à Mossoul, au Moyen-Orient ou dans d'autres endroits, on voit bien que l'endroit où réellement il y a de la manœuvre, au sens du duel, au sens de l'affrontement des volontés, eh bien c'est au cœur de la ville. Alors pourquoi? Parce qu'à l'extérieur, dans la plaine, dans la zone ouverte, les moyens de renseignement, les capteurs, les senseurs, les drones, les avions de reconnaissance ont un tel pouvoir de repérage de l'ennemi, de destruction des unités, qu'il est difficile de combattre dans ces zones ouvertes. Très rapidement, la puissance de feu, la précision des armements fait la différence. Alors que, de manière un peu paradoxale, c'est au cœur des villes, parce que du fait de l'environnement, un environnement urbain, un environnement très chaotique, un environnement très abrasif, que là, on va retrouver des duels, on va retrouver des manœuvres. C'est là que l'homme va retrouver toute sa place de combattant. Et on a toujours combattu autour des villes, on a toujours assiégé des villes depuis la plus haute antiquité. On retrouve ça donc dans les Romains eux-mêmes, pratiquaient l'art du siège, la polyorcétique. On retrouvait aussi au Moyen-Âge une bonne partie de l'art de la guerre,
se faisait autour de ce qu'on appelle la castramétation, la capacité à faire un camp fortifié. Mais une fois que, j'allais dire, que l'ennemi était sur la brèche, était sur la muraille, le combat s'arrêtait. D'ailleurs, regardez le cas le plus emblématique, c'est la guerre de Troie. Lorsque Ulysse est dans la ville, lorsqu'il ouvre les portes et que les Grecs se répandent à l'intérieur, il n'y a pratiquement pas de combat. Alors que Troie a résisté pendant près de 10 ans sur ses murailles et devant, il n'y a pas de combat à l'intérieur de la ville. Et l'ultime champ de bataille, c'est dans le sens le dernier actuellement, on ne peut pas présager de l'avenir, mais le dernier endroit où les deux adversaires combattent. Pas où l'un des deux tire et l'autre encaisse les coups. Non, le dernier lieu où les deux adversaires manœuvrent. On le voit bien à Mossoul, ça peut prendre du temps. Et c'est consommateur en hommes, c'est consommateur en munitions. Et en plus, bien évidemment, comme ça se joue au cœur des villes, eh bien, la population en subit les conséquences de manière les plus extrêmes. Le XXe siècle a été très largement une guerre en zone urbaine. Mais pas... Il y a eu quelques combats en zone urbaine pendant la guerre de 14-18, mais pas tant que ça. C'est surtout à partir des années 30, et notamment en Espagne, notamment avec la guerre civile qui oppose donc les deux camps espagnols, et en particulier, il y en a plusieurs, mais la bataille emblématique de Madrid, qui en 1936, à la fin de 1936, va durer plusieurs semaines. Vraiment au cœur des villes que va se faire le combat. Alors, il y a Madrid, il y a aussi en Chine, entre les Chinois et les Japonais, il y a eu beaucoup de combats, notamment à Shanghai, on l'a un peu oublié. Et puis, évidemment, il y aura l'emblématique cas de Stalingrad, qui va opposer pendant plusieurs mois, dans un combat absolument titanesque, les Allemands et les Soviétiques, et qui verra donc la défaite de l'armée allemande, et qui va un peu, j'allais dire, sonner le glas des folles ambitions de Hitler. Alors ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que une bonne partie de cette défaite de Stalingrad, elle est probablement issue du fait que les Allemands n'ont pas su manœuvrer en ville. Ils n'ont pas su manœuvrer en ville. Ils ont lancé des contre-attaques, des attaques très frontales dans le secteur de l'usine de tracteurs, de l'usine de barricades, dans le secteur, dans tout ce qu'on appelle le Kourgan de Mamaïev, là, de la côte 102. Il y a eu des combats terribles, mais les Russes ont tenu. Ils ont tenu le choc et ils se sont appuyés sur la Volga et ils ont réussi finalement, c'est l'opération Uranus à partir du mois de novembre 1942, à partir du 19 novembre 1942, où les Russes vont surgir de chaque côté de la ville et prendre au piège la 6e armée. C'est un combat tout à fait emblématique qui est resté dans les mémoires et qui en même temps parfois confiné au mythe. Notamment le mythe comme quoi le char de combat n'était pas fait pour la zone urbaine. Et on verra qu'en fait, à d'autres endroits, notamment à Aix-la-Chapelle ou à Budapest, les chars, au contraire, ont eu un rôle déterminant. Mais parce qu'ils ont été employés de manière différente. Et c'est là que va se créer tout cet affrontement tactique dans la coordination, la combinaison, l'intégration interarmes. Ça veut dire quoi l'intégration interarmes? Ça veut dire que les unités d'infanterie, du génie et de chars vont se mélanger, mais parfois même au plus bas niveau, au niveau de la section, voire même au niveau des fois d'un seul char mélangé avec plusieurs fantassins et plusieurs sapeurs, pour créer de véritables détachements de combat interarmes. Alors bien sûr, l'artillerie joue aussi un rôle, les autres armes jouent aussi un rôle, mais notamment ce cœur de la manœuvre, c'est le cœur de l'intégration interarmes. Et ça, on va le retrouver même après la Deuxième Guerre mondiale. On le retrouve vraiment de manière totalement emblématique, évidemment, c'est la bataille de Hue, en 1968, qui est connue, où les Américains et les Sud-Vietnamiens doivent reprendre la ville de Hue, notamment la citadelle, la vieille ville, parce que les combattants Viet Cong se sont infiltrés
c'est une bataille tout à fait incroyable, parce que les combattants se sont infiltrés, et le matin, la ville est à eux. Et il faut reprendre la ville sans l'avoir planifiée. Et puis, on va retrouver ça également, bien sûr, c'est connu, hein, notamment à Beyrouth, Sarajevo, et puis je crois, pour les Américains et pour les armées modernes en général, la bataille un peu mythique de Fallujah, donc pendant la guerre en Irak, qui va notamment voir le retour des combattants occidentaux en ville avec les chars lourds. Et puis de l'autre côté aussi, on a dans les années 95 à 2000 les batailles de Grozny, parce qu'il y a plusieurs batailles à Grozny. Et là, à nouveau, on voit l'emploi des chars. Et on voit bien, parfois les chars ont un rôle déterminant, parfois ils subissent des pertes. Alors on croit tirer telle ou telle leçon. En fait, la vraie leçon, c'est le combat interarmes qui permet de tirer le maximum de chaque fonction opérationnelle, que ce soit l'infanterie, que ce soit le génie, que ce soit l'artillerie, que ce soit les chars de combat, même les hélicoptères, même la logistique. C'est cette intégration interarmes, in fine, qui donne la victoire.